Merci. Je dois avouer et dire que je n'imaginais pas du tout que je serais remis sur le chemin de Marguerite Duras quand, en 2010, je me suis lancé dans la lecture avec des comédiens des entretiens que j'avais fait pour France Culture en 1980. Une opportunité, Catherine Gottesman m'avait proposé de faire une lecture dans un petit théâtre à Paris, dans le 11e, de soir. Et je me suis donc lancé dans une mise en scène de lecture avec des comédiens de ces entretiens que j'avais fait tout de même 30 ans auparavant. Je ne pensais pas être remis sur son chemin, en tout cas depuis les années 90, la fin des années 90, après la publication de mon livre La fiction d'Emdé, que j'avais commencé à écrire en 94-95 et terminé en 96 au moment de sa mort, publié en 97. J'avais revu Marguerite Duras à la Cinémathèque en 92, à l'occasion d'une rétrospective de son cinéma. Et ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas donné beaucoup de nouvelles et j'avais un peu de... Je ne voulais pas trop la déranger, elle était très entourée. Et à un moment, je suis allé l'embrasser, lui dire bonjour. Et tout de suite, elle m'a dit, viens, il faut qu'on parle. Il faut qu'on fasse ce livre qu'on avait dit qu'on ferait tous les deux. C'était un petit peu étrange parce qu'en fait, cela avait un rapport avec le fait qu'après les entretiens qui avaient été diffusés à France Culture, elle m'avait dit, Jean-Pierre, il faut faire quelque chose avec ces entretiens. Donc, il y avait une sorte de continuité comme ça. Je me dis maintenant que c'est peut-être pour ça que j'ai écrit ce livre, La fiction d'Emdé. Encore que finalement, il est assez courant, surtout quand il s'agit d'un écrivain, qu'on écrive un livre sur une personne qu'on a rencontrée, surtout si cette personne est très célèbre et qu'on a été très amis. En fait, je me suis mis à écrire ce livre quand j'ai réussi à transcrire ces initiales, MD, dans un prénom, MD, E2M-E-D-E, qui avait cette capacité d'être romanesque quelque part. C'était d'ailleurs pas très difficile dans la mesure où elle-même était d'évidence le plus grand personnage de fiction que j'avais jamais rencontré. C'est-à-dire qu'elle était tellement capable de développer de la fiction qu'il suffisait de la mettre en piste, elle, MD, pour que le romanesque s'installe. Quand j'ai écrit ce livre, j'avais envie que le mot roman figure là, parce que je trouvais que c'était... MD était un personnage de roman, j'écrivais un roman, et ça a sauté dans la fabrication du livre. Des gens m'ont dit, la fiction d'MD, c'est pas un très bon titre, tu devrais pas... En termes d'édition, c'est pas un très bon titre, bon, certainement, je ne sais pas. Du côté de l'éditeur, lui, ce qui lui importait, c'était de mettre un bandeau. Mes années Duras. Bon, mes années Duras, pourquoi pas, il y a eu un bandeau. Et que j'ai encore là, même si j'ai plutôt tendance à ne pas le mettre, à l'écarter un petit peu. Donc le service de fabrication des éditions du Rocher ont fait imprimer un bandeau. Et comme cela se fait, quand on fait un bandeau, on fait une réplique du nom de l'auteur et du titre du livre. Et alors, assez curieusement, ils ont bien mis mon nom, mais ils n'ont pas mis la fiction d'MD, ils ont mis le roman d'MD. Je leur ai évidemment dit que ce serait bien si on pouvait réimprimer ce bandeau. Bien sûr, on m'a dit qu'il n'en était pas question, que c'était comme ça, d'ailleurs que c'était un peu pareil. Et puis j'ai senti que ces gens, ils auraient bien préféré que j'appelle ça le roman d'MD. Ça paraissait plus clair, peut-être. Mais qu'est-ce que ça aurait été le roman d'MD ? Le roman d'MD, ça aurait été quoi, l'amant peut-être, ou bien un barrage contre le Pacifique. Ce roman qui traverse toute sa vie finalement. Moi, je voulais la fiction d'MD. En fait, je voulais la fiction d'MD parce que j'avais envie de cerner ce que je croyais capter chez elle, sa fiction personnelle et globale, qui lui faisait écrire, faire des films et produire de la littérature. Alors, est-ce que j'ai réussi à cerner cette fiction personnelle et globale de Marguerite Duras ? Bien sûr que je ne pourrais pas dire oui, et en tout cas, je ne pourrais pas la définir, cette fiction, en quelques mots. Je crois que j'ai tenté, à plusieurs reprises dans ce livre, même un peu tout le temps, j'ai essayé de faire ça, de la capter, de l'approcher en tout cas. Par exemple, dans ce qui-bœuf,
à la page 124. Une après-midi, on est allé au petit port du bac de Quillebeuf. Livia n'y était pas, je ne saurais dire pourquoi. Donc nous sommes tous les trois, MD, André et moi. MD est en plein délire de texte. Je veux dire que son écriture du moment l'emporte clairement sur la pauvreté de la réalité qui l'entoure. Or, nous nous trouvons presque dans son univers. Le décor est très beau ici. Ce fleuve, la rive, le bac qui va arriver. Une certaine mélancolie domine parce qu'à force de ponts, les bacs rappellent le passé. C'est un endroit quasi désert. Nous sommes seuls, installés à la terrasse du bistrot qui fait face au débarcadère. MD a commandé de l'eau grenadine. Je crois bien que nous en buvons tous. MD appelle soudain André, comme si elle avait été atteinte par la peur. Elle lui demande s'il a fermé la voiture et d'aller le vérifier. C'est qu'elle vient d'apercevoir, descendant du bac, un groupe de cadres asiatiques, sans doute en visite d'affaires dans le pays. MD est sous emprise d'un texte qu'elle a construit depuis des jours ou des années peut-être, et voici que s'y sont soudainement insérées des images que toutefois elle ne croyait pas avoir choisies, tellement elles sont dans ce lieu vraiment improbable. Les plus ordinaires auraient été celles d'un quart de touriste de troisième âge, par exemple. Déjà qu'ici, généralement, personne ne passe, à part quelques pêcheurs et les habitués, des indigènes, c'est tout. André s'est levé, est allé vers la voiture. Entrant de ce fait dans le cadre de l'image, il s'est approché du fleuve, marchant comme dans L'Homme Atlantique, le film dans lequel il a joué avec Bull. Le groupe d'Asiatiques s'était déjà éloigné, les images avaient disparu, puis André est revenu après un détour vers le bac qui déjà repartait. Cela avait paru convenir à MD. Peut-être un autre exemple de ce que j'ai pu essayer de capter de sa fiction, évidemment de l'extérieur. MD et moi sortions assez souvent ensemble. Peut-être nous allions dîner et pas forcément à Saint-Germain-des-Prés. Il y a eu par exemple une période de tocade d'MD pour un restaurant vietnamien situé près de la mosquée de Paris. Donc nous y sommes allés régulièrement pendant des mois peut-être. Ce n'était pas rien pour elle cette nourriture. Elle ne parlait pas toujours dans ce cas-là. Elle mangeait avec application. Parfois à la manière vietnamienne, le riz dans le bol approché du visage et les baguettes qui amènent le riz dans la bouche d'une façon vive et mécanique. Où était-elle dans ces moments? En tout cas, hors de la contrainte d'espace et de temps. Fluctuant, j'imagine, entre le souvenir déjà lointain et les moments présents, assumant de refaire ses gestes afin de vivre à plaisir ce qui s'était passé avant, longtemps auparavant, quand bien même elle pouvait y trouver de la vraie douleur. Qui sait si à ces moments je ne prenais pas le rôle d'un homme intérieur, d'un amant de circonstance, ou plus vraisemblablement le rôle d'un des compagnons de vie, voire l'un de ses frères, ou tour à tour, l'un ou l'autre de ceux-ci. Et puis encore cette question que je me posais, à qui parlait-elle en me parlant, MD? Je me suis souvent posé la question, et me la suis posée dès le tout début. Je suis convaincu qu'en parlant aux gens, on leur attribue un rôle. Ils nous permettent en effet de parler comme on le faisait, ou comme on aurait aimé le faire, avec qui ou qui de son passé, de son histoire, ou même de son imagination. Beaucoup plus tard, j'y repenserai avec la conviction qu'elle m'avait parlé, en fait, oui, comme si j'avais été plusieurs personnages, sûrement. Et progressivement comme un personnage qui aurait réuni différents personnages de sa fiction globale et personnelle. J'ai été remis un instant, en 2005, lorsque j'ai travaillé quelques semaines pour faire un article pour les Cahiers de Lerne. Et je dis ça parce que, à ce moment précis, donc 10 ans après sa mort presque, j'ai été mis dans un état dans une sorte de sas collisionnel. Lorsque je pensais à quelque chose qui avait à voir avec Marguerite Duras, j'essayais j'en passais par des souvenirs d'écrits déjà. Puis j'allais voir les écrits et je ne trouvais pas ce que je cherchais. Il y avait une sorte de collision entre des impressions de vie, des souvenirs, des souvenirs d'écrits aussi, et puis des écrits eux-mêmes. Aujourd'hui, j'ai tout à fait accepté cette agglomération
Et me basant sur cette affirmation de Marguerite Duras, selon quoi les faits réels ne sont jamais très bien connus, mais qu'ils ont un potentiel fantastique de fiction, je suis heureux d'avoir été remis sur son chemin et d'avoir comme un ensemble de souvenirs, d'écrits et de textes et d'impressions de vie. Je suis heureux comme je l'ai été quand je l'ai croisé pour la première fois en 1979 au Festival du Jeune Cinéma à Hyères. Ça s'appelait donc le Jeune Cinéma, ce qui voulait dire précisément qu'on était censé présenter des premiers et des seconds films. On voit tout de suite que Marguerite Duras n'était pas du tout dans le cadre de ce festival. Elle n'était ni tout à fait jeune, ni c'était pas son premier et deuxième film. Elle avait déjà fait plein de festivals, y compris Cannes. Et cela n'avait absolument aucune importance. D'ailleurs, tous les gens qui étaient là ne se préoccupaient pas de ça, pas de son âge et tout ça, et simplement du fait que son cinéma était sans doute le plus jeune parmi les films qui étaient présentés là-bas. Je voudrais préciser d'ailleurs que dans ce festival du jeune cinéma, il y avait deux sections. L'une qui était le cinéma d'aujourd'hui, ce qui quand même indique une revendication d'audace, d'innovation, de modernité peut-être, et une autre section qui s'appelait le cinéma différent. Et c'était cette section-là qui avait invité Marguerite Duras, et elle était dans cette section-là qui était en fait des cinéastes différents, indépendants, expérimentaux, marginaux, qui n'étaient pas produits d'ailleurs, qui s'autoproduisaient. Des cinéastes dont j'étais, puisque j'avais fait un petit film qui était présenté cette année-là, disons, que j'avais fait comme tous ces films qui étaient faits avec parfois rien, c'est-à-dire de la bobine de son ou de film achetée au noir dans les couloirs de l'ancien siège de la télévision française et monté, je ne sais pas où, le dimanche, enfin bref. Ce qui était étonnant, encore une fois, c'est comment elle était là, présente, très adulée, très entourée, dans finalement cette section qui était celle des gens les plus marginaux, les plus hors du cinéma. Je lui ai été présenté par Marcel Mazet, donc, qui dirigeait cette section du cinéma différent, après la projection de mon film Narciso Métal, et elle m'a dit c'est un film d'écrivain. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que finalement ça a été quelque chose de tout à fait fondateur dans notre relation d'amitié, le fait que je faisais des films et que j'étais écrivain. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'elle ait pu me dire que c'était un film d'écrivain alors que ce film n'a pas de texte, qu'il est constitué d'images très rapides, avec une bande-son tout aussi rapide et heurtée de la musique que j'ai écoutée à l'époque, c'est-à-dire du punk, du rock et de la musique classique aussi, tout ça monté. Pourquoi alors est-ce qu'elle a pu dire que c'était un film d'écrivain? J'avoue que je n'en sais rien. Il est possible qu'elle pouvait capter, comme chez elle on peut capter d'ailleurs, qu'elle monte ou elle écrit ses films, ou elle fait ses films à la manière d'un écrivain, c'est-à-dire pas forcément à la manière d'un cinéaste, dans des règles précisément. Je pense d'ailleurs à quelque chose qui, à l'instant, j'entendais il n'y a pas très longtemps Bulogier dans une émission que j'écoutais pour préparer une autre émission, où elle disait, avec Marguerite, on ne savait jamais quoi faire, elle ne nous disait pas ce qu'il fallait faire. Et Marguerite disait, mais avancez, mettez-vous là, bougez, on va voir ce qui va se passer. Ceci dit, ce n'était pas je crois, de l'improvisation, ce n'était pas comme certains, ça se fait chez les cinéastes de dire on verra bien, on va inventer au moment, etc. Je crois que c'était de l'écriture tout simplement. Et que donc il n'y avait pas de plan, il pouvait y en avoir un, mais il n'y avait pas forcément un plan très préparé, mais il y avait une écriture en train de se faire. Alors hier, pour poursuivre l'histoire depuis hier, jusqu'où on ira après, on verra bien. Voilà, je me suis trouvé assis en face d'elle. Oui, bien sûr, j'écris. Je lui ai glissé quand elle m'a redit que mon court-métrage, Narciso Métal, était un film d'écrivain. Je crois qu'elle avait dit cela comme si je n'avais pas vraiment été concerné par l'affaire. Sauf qu'elle avait immédiatement ajouté que je lui fasse parvenir un manuscrit, enfin, si je voulais qu'elle le lise. Oui, j'avais dit oui, avec grande conviction. Ensuite, on n'en avait plus reparlé. Nous buvions du vin rosé de Provence, frais et en bonne quantité. Il faisait très chaud. L'ombre des arbres, une petite brise marine, légère et régulière, rendait l'endroit délicieux.
Nous étions situés à une extrémité de table, ou presque. Nous avons donc parlé facilement. Je sais aussi que tout de suite, nous avons beaucoup ri ensemble. À une autre extrémité se trouvaient en fait les gens de la section cinéma d'aujourd'hui que les gens de la section cinéma différent qualifiaient de cinéma commercial. Je ne sais pas quelle est la plaisanterie qui nous a amenés à ce sujet. À un moment, je lui ai dit que je pouvais facilement imaginer d'opérer un transfert de ma mère sur elle, MD, de la mère. En tout cas, j'ai affirmé que ce transfert-là me paraissait tout à fait beau et participait de l'amour. Elle avait un peu résisté avant de laisser passer mon insertion, sans toutefois paraître l'accepter. Je lui ai dit aussi assez vite, je voulais vous le dire, que j'avais des amis qui passaient des soirées entières à danser sur la musique d'India Song, notamment chez un ami de Caen. On parle souvent de temps mort pour dire blanc ou silence dans une conversation. MD pratiquait beaucoup le regard dans un temps suspendu. Mais je devrais dire temps de vie parce que c'était plus en action qu'en suspens, puisqu'il s'agissait pour elle de réfléchir, revoir ou repenser à une situation, la vivre de tout son être ou la revivre encore. Quelqu'un de Caen m'écrit depuis longtemps, m'a-t-elle dit, des lettres. J'en ai reçu beaucoup. Je n'ai pas répondu. Et moi, jamais je n'ai su si c'était vrai qu'elle n'avait pas répondu à ces lettres, mais j'ai senti que cela pourrait venir. Je me souviens en tout cas qu'elle avait cherché à savoir si je connaissais celui qui écrivait. André, c'est curieux qu'en effet je le connaissais. Par la suite, nous sommes devenus amis, et comme je faisais des émissions sur France Culture, pour France Culture, sur le cinéma, il a été assez facile et simple que je propose à la direction de la chaîne de faire des entretiens avec elle, sans spécialement de cahier des charges d'ailleurs, tout simplement des entretiens avec elle. Je redis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rencontre dans un lieu de cinéma. Je fais des émissions sur le cinéma, l'une d'entre elles s'appellera Le désir de cinéma. Et puis la première chose qu'elle va me dire dans les entretiens, c'est « cinéma fini ». MD, je l'ai connue après le cinéma. Elle n'en a plus beaucoup fait ensuite. Encore est-ce à l'occasion qu'elle réalisera un ou deux films, le plus souvent, elle préférera opter pour le théâtre, comme une autre forme, substituable, de représentation de l'écrit. Cinéma ou théâtre, de toute façon, au service du texte, toujours premier et unique selon elle. Après une dizaine de films, elle avait dû dernièrement s'affronter au traitement du Night. Elle avait commencé à réaliser le film, c'est-à-dire tenter de représenter plus ou moins l'histoire, celle de deux êtres qui s'appellent au téléphone jusqu'à en devenir très amoureux, et à brûler de désir de se voir autant que de s'imposer d'en rester à l'échange des voix. Vite, elle s'était rendue compte de l'étendue de la catastrophe, ainsi qu'elle l'écrira, et elle était donc revenue à l'idée de filmer les acteurs en train de lire le texte. Bon. Elle avait filmé le désastre du film, son décor, comme s'il s'était agi d'une maison que les habitants avaient dû fuir précipitamment. C'était évitable de tourner ce film, dira-t-elle, et ce n'était peut-être pas la peine. Donc, dans les entretiens, c'est une des premières choses qu'elle me dit. Ou plutôt, c'est moi qui lui dis, parce que je cite les yeux verts. À la fin de l'année 1979, dans la préface du Night, je lui dis, vous écriviez « Cinéma fini ». J'allais recommencer à écrire des livres, j'allais revenir au pays natal, à ce labeur terrifiant que j'avais quitté depuis 10 ans. Oui, c'est vrai, dit-elle. Vous n'aviez pratiquement pas écrit de texte depuis, en somme, L'amour, en 1971. Sans doute, je ne peux rien affirmer. J'ai écrit des films. Mais non, j'ai écrit India Song. C'est un film, je lui dis. Non, c'était un livre. C'était un livre et après j'ai fait le film. Mais quand vous avez réalisé un film, il y a toujours eu, parallèlement ou avant, un texte. Ah oui, toujours. J'avais écrit Aurélia, Steiner, j'ai écrit Le Night, ce sont des textes. Cette phrase selon quoi vous reveniez au pays natal de l'écriture, c'était peut-être laisser entendre que lorsque vous faisiez des films, vous n'écriviez pas vraiment. Oui, Aurélia, Le Night, pas India Song.
C'est des coups comme ça. Vous savez comment ça vous arrive, des coups de foudre avec l'écriture. Mais c'est vrai que ce n'était pas le labeur de l'été 80. Le labeur de l'été 80, c'était effrayant. 10 semaines d'été, c'était très long, très difficile. C'est ça que j'appelle le labeur. C'est un labeur que j'adore aussi, qui me tue et que j'adore. Je n'y étais pas revenu comme ça, c'est vrai. Précisément, pourquoi elle quitte le cinéma, pourquoi elle arrête? Eh bien parce que chaque fois que j'ai fait un film, dit-elle, j'ai le sentiment que j'ai évité un livre. C'est pour ça que maintenant, je reviens au livre. Mais quand il y a livre, complètement livre, je ne fais pas de film. On peut se demander quand même pourquoi finalement elle arrête, encore que ce n'est pas complètement vrai parce qu'elle fera au moins 4 films après, pourquoi elle arrête en 79, après les courts-métrages. On peut imaginer qu'il y avait peut-être une sorte de lassitude face à des difficultés, parce qu'il y en avait finalement. Il y avait des difficultés de production. Je crois que on connaît, beaucoup de gens connaissent en tout cas l'anecdote du producteur qui avait dû vivre pendant des mois dans sa voiture parce qu'il avait dû mettre sa maison en gage ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Il y avait des problèmes de diffusion aussi. Même pour des films comme India Song. Par exemple, j'ai un souvenir qui m'arrive là. Il y avait une soirée chez elle, rue Saint-Benoît. C'était en 80. Il y avait pas mal de monde, je crois. Et à un moment, je me retrouve à parler, à échanger quelques paroles avec le directeur du Saint-André-des-Arts, qui était un homme tout à fait sympathique d'ailleurs. Et à un moment, Marguerite Duras passe et elle s'adresse à moi, elle me dit, tu vois, lui, il n'a pas voulu diffuser India Song. Elle a dit ça d'ailleurs comme ça, sans animosité, d'une façon presque neutre. C'était tout à fait étonnant pour moi, je ne le savais pas. Ça se passait à peu près 5 ans après India Song. India Song, ça a eu un succès de prestige formidable. Bon, ça n'a pas cartonné, comme on dit maintenant, de ce mot que je déteste. Ça n'a pas cartonné, je le déteste d'autant plus que souvent, quand ça cartonne, c'est pour de mauvaises raisons, ou bien parce que c'est mauvais. Mais en l'occurrence, ça a eu un succès de prestige, ça a touché un public qui était vivant, et on ne pouvait pas imaginer que des gens aient pu discuter et dire non, non, moi ça, je ne le diffuse pas. Et je me souviens de cet homme tout à fait sympathique, encore une fois, Roger Diamanti, je crois qu'il s'appelait, qui a commencé à m'expliquer pourquoi il avait refusé de diffuser le film. Et je me souviens même que ça me paraissait très très long, son explication, parce que j'entendais qu'il disait que si ça avait été à refaire, il l'aurait fait, il l'aurait refusé quand même, parce que selon lui, ce n'était pas... Il n'y croyait pas à ce film, quoi. Il y avait certainement des questions comme ça de contingence qui l'ont un peu amené à... Il y avait aussi un problème de réception. Je me souviens qu'à peu près dans cette période, il y a eu une rétrospective des films de hier dans un cinéma à Paris, près de la République. Donc pendant un week-end, je crois qu'on a passé à peu près tous les films de hier. Et je me souviens je me trouvais à l'entrée de ce cinéma avec Marcel Mazet et quelques amis. On avait vu les films, on connaissait les films, on attendait là, comme ça, bon, on faisait les entrées, je ne sais pas quoi. Et à un moment, un groupe de gens arrive et ils étaient un peu en retard. Et Marcel Mazet, je me souviens, leur dit « Mais c'est pas grave, ça vient juste de commencer, allez-y, entrez ». Et puis peut-être 10 minutes après, je vois ressortir 2 ou 3 personnes, les raccablées, et l'un d'entre eux dit « On dirait des films de Marguerite Duras ». Et c'était effectivement des films, d'ailleurs c'était ses courts-métrages, il n'avait pas regardé précisément l'affaire. Et ça dénote assez fortement le rejet qu'il pouvait y avoir de son cinéma dans un certain milieu, l'accusation d'ennui peut-être, et puis le fait de dire Duras et pas Duras impliquait quelque chose d'un peu plus qu'un simple rejet de son cinéma. Bon, on sait que son rapport à cinéma a été extrêmement compliqué. C'est curieux d'ailleurs que j'ai
toutes les critiques qu'elle a pu faire au cinéma classique, commercial, normal, auraient pu se faire à l'égard des romans. Je ne suis pas sûr qu'elle l'ait tellement développée, ou si elle l'a fait, c'est moins présent en tout cas. C'était évident qu'elle pouvait faire les mêmes critiques un petit peu, me semble-t-il. Mais qu'est-ce qu'elle pense, par exemple, de René Clément ? Quand René Clément a fait barrage contre le Pacifique, il a sorti le livre de ce qu'il croyait, lui, être une ornière de l'individualisme. Il en a fait une recette de cinéma. Nous, on était partis de la colonie. Cette colonie était une planche pourrie. Il fallait la laisser aux gens. Il ne fallait pas la prendre. Et quand la mère mourait, nous, on partait, les enfants, on quittait tout. On donnait les fusils aux paysans, la terre en entier, et nous, on partait. Clément, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait comme d'habitude pour faire pleurer les familles américaines. Il a fait que nous, on continuait le travail de la mère, on continuait l'entreprise, on restait sur les terres du barrage comme si c'était nos terres, ce qui n'a jamais été, jamais. Il y a énormément de gens qui ont trouvé ce film très beau, et aussi à cause de ça. Mais je vois des amis comme Louis-René Desforêts, ils voulaient lui casser la gueule à René Clément. Alors bien sûr, dans le rejet de Clément, il y a le fait de l'adaptation, la première. C'est clair que dans une adaptation, il n'y a jamais la petite musique originelle de l'œuvre. Il y a des gens qui le supportent, il y en a d'autres qui ne le supportent pas. Marguerite Duras était de ces gens, de ces auteurs qui ne supportaient pas de voir disparaître cette petite musique ou de ne pas la retrouver. Mais cela n'empêche pas que d'un côté, elle est très très en rage contre le cinéma ordinaire, et en même temps, elle est dans un amour fou du cinéma. Par exemple, quelques lignes avant, elle dit, par exemple, sur cette route, il y aurait le passage de quelqu'un, tu vois, sur la route ensoleillée devant nous, là, entre les autos, quelqu'un dont on verrait qu'il cherche son chemin. Ça pourrait être le départ de quelque chose. Quand je pense qu'une femme pourrait passer, ou un homme, ou un enfant, là, je suis déjà sur une voie filmique, sur une route, la route d'un film peut-être. D'un autre côté, dans sa critique majeure du cinéma, presque par définition, je dirais, on a ce qu'elle dit quand je lui parle de l'homme assis dans le couloir, quand je lui dis que l'homme assis dans le couloir est selon moi quelque chose de très cinématographique. Ce texte, l'homme assis dans le couloir, je le trouve très cinématographique, c'est-à-dire très visuel. Vous utilisez par exemple beaucoup le mot voir ou regarder. Et puis, il y a des mouvements qui sont décrits de façon très précise, comme s'il y avait de l'image dans le texte. Il n'y a qu'image, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe, répond-elle. Il n'y a qu'image, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe, tandis que ça se passe, tandis qu'elle est battue à mort, peut-être, puisque je ne sais pas si elle n'est pas morte à la fin, tandis qu'elle est battue à mort, on ne sait rien de ce qui se passe, comment elle prend ça. C'est un texte extrêmement clos, puisque je ne dis rien de ce qui est ressenti. C'est moi qui parle, moi qui vois. Les gens ne voient pas, ils font les choses. Les gens du livre, je lui demande. Oui, c'est en cela que le livre est très spectaculaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il puisse être filmé. Oui, mais ce n'est pas contradictoire avec le fait de dire que c'est un texte d'une certaine façon cinématographique, je lui redis. J'ai l'impression que le lecteur voit aussi. Oui, mais vous êtes d'accord, répond-elle. Oui, mais ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Vous seriez horrifié si on filmait ça. Vous êtes d'accord? Oui, oui, absolument, je dis. Qu'est-ce qu'on verrait? Qu'est-ce qu'on verrait si c'était filmé? On verrait ce qui est raconté, sans les mots, alors que les mots créent la chose. Les mots créent l'image, complètement. C'est à travers les mots qu'on les voit. Il n'y aurait plus les mots, donc on verrait un fait, sans auteur, sans personne. Non, je crois que c'est là où s'arrête le cinéma, c'est là où il est tenu en échec. Je suis bien contente d'avoir atteint ça. Ce qui est tout de même une déclaration radicale. C'est que tout vient de l'écriture, et que cette écriture chez elle est un quant à soi impérieux, qui ne la lâche pas. C'est un quant à soi qui est complètement impérieux, qui ne cesse jamais
dont on est complètement la proie, la victime. C'est assez horrible, il faut dire. Après chaque livre, je me dis que c'est fini. Je ne peux plus vivre dans cet aparté infernal. Il n'y a pas d'écriture qui vous laisse le temps de vivre, ou bien il n'y a pas d'écriture du tout. C'est ce que je pense. Alors, dans ces entretiens, si j'ai cherché à savoir pourquoi elle avait quitté le cinéma, ou elle pensait le quitter là, je ne lui ai pas demandé pourquoi elle était passée au cinéma dans les années 60. C'est une question qui ne relève pas de mon domaine, je dirais, à part que je pourrais mettre en avant une sorte de cousinage entre la nouvelle vague et le nouveau roman. Ce qu'il me semble là, c'est que ses écrits de cinéma, son cinéma, tout autant que le théâtre, et même ses interventions à la télévision, par exemple, que peut-être il faudra réhabiliter pour celles qui ont été le plus critiquées, participent d'une sorte d'extension du champ littéraire qui lui permet, cette extension qui lui permet la réalisation de sa fiction. Car tout de même, bien sûr, quand elle dit que si elle avait eu le courage de ne rien faire, elle n'aurait pas fait de film, mais d'un autre côté, d'ailleurs, elle dit que écrire, c'est très près de ne rien faire. De même qu'elle disait que dans cette solitude de la maison de Naufle, elle avait vu à un moment qu'il n'y avait rien d'autre à faire qu'écrire. Oui, mais il lui arrivait d'avoir l'énergie de prendre sa voiture, comme elle disait, faire 40 km pour aller acheter la nuit des cigarettes. Donc elle aurait pu pousser un peu plus loin vers Saint-Germain-des-Prés, rencontrer des gens, je ne sais pas quoi. Non. Elle s'est mise à l'écriture, elle se mettait à ses films, dont ce que je crois est cette nécessité de réaliser sa fiction personnelle. Un autre exemple d'ailleurs de cette construction de sa fiction, sur la maison de Naufle. Donc des gens passaient dans la maison, parfois des gens qu'on n'avait pas vus de la journée, si l'on était arrivé vers midi par exemple. Le soir encore, quelqu'un d'autre pouvait passer, bonjour, d'autres encore, salut, etc. Des gens y vivaient quelques jours peut-être, d'autres seulement quelques heures. De toute façon, cette maison était peuplée à temps complet. D'abord de beaucoup d'ombre, en ce que c'étaient des habitants peuplants, mais qui n'étaient plus là. À l'étage, dans la grande pièce donnant sur le parc, où MD avait tourné le camion, l'ombre de l'acteur Depardieu. Dans la cuisine, les femmes du film Nathalie Granger, etc. Et bien sûr, dans le parc, on trouvait Delphine Seyrig et Jeanne Moreau, même en dehors de toute référence cinématographique particulière. C'était aussi le passé des amours, la trace des vies antérieures, des amis d'avant, déjà aimés, déjà recouverts par les nouvelles passions. Car plus que le rappel des films ou des livres d'MD, précisément, on pouvait surtout appréhender ce qui avait dû constituer les générateurs de ces livres et de ces films. Les générateurs de ces livres et de ces films. Oui, l'impression de peuplement venait moins de ces livres, séquences de films, dialogues ou plans de cinéma, dont on pouvait facilement trouver trace ici, que de ce qui avait été à l'origine de son cinéma et de sa littérature, de ce qui avait pu les produire, les générer. Il faut nommer cela la construction de la fiction, celle qui s'opère sur le refus de vivre ce que j'appelle, moi, le rêve historique. Je dirais aussi que la réalisation de sa fiction passe par sa manière d'écrire, par son style, par son écrit, son écriture. Je dis ça pour parler de ce que j'ai pu lire il y a quelques semaines dans Le Monde, à propos du style de Marguerite Duras, de son écriture, où un journaliste se posait des questions et, par exemple, il se demandait si son écrit était proche de l'expression orale. Ça me semble être quelque chose qui fait montre d'un niveau d'incompréhension à l'égard de la littérature et de l'écriture qui me paraît vraiment très fort. En effet, comment peut-on imaginer que sa manière d'écrire n'avait pas de rapport avec sa manière de parler, ou le contraire d'ailleurs? On pourrait même dire que, pour exagérer un tout petit peu, puisque on parlait de Racine, puisque c'était un de ses auteurs de référence pour ce qui relève du style, on ne peut pas imaginer que l'écriture de Racine n'ait pas de rapport avec la manière de parler que Racine avait. Un peu plus grave dans ce questionnement que se posait ce journaliste, il y avait ceci, il se demandait s'il n'y avait pas de sa part des calculs,
une sorte de préméditation. En fait, qu'elle aurait fait finalement exprès d'écrire compliqué. C'est là encore une fois, ne pas comprendre grand-chose ni à l'écriture ni à la littérature, me semble-t-il. Et dans deux petits exemples que je voudrais vous donner, elle parle de l'homme assis dans le couloir. Elle dit « Ce texte a été écrit pour quelqu'un, pour un homme, et il a trait à une scène qui aurait pu avoir lieu entre l'homme et moi. De cette façon que j'écris, dont je l'écris, de cette façon que je dis là, qu'elle aurait pu avoir lieu de cette façon-là plutôt qu'autrement. Il a trait à une scène qui aurait pu avoir lieu entre l'homme et moi, de cette façon que j'écris, dont je l'écris, de cette façon que je dis là, qu'elle aurait pu avoir lieu de cette façon-là plutôt qu'autrement. Je vous assure que c'est un genre de phrase qui aurait été réduit à quasiment une demi-phrase par les éditeurs des maisons en place qui font du formatage d'écriture. Je suis infiniment persuadé que c'est l'écriture qui fait la littérature, et dans le cas précis, réalise chez Marguerite Duras sa propre fiction, au point de la déborder. Par exemple, dans ce passage où elle dit qu'elle est jalouse de ses livres, mais de ses films aussi, je crois, elle aurait pu le dire. Et cependant, je lui dis, écrire est inévitable. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. C'est un engagement total et irrémédiable, et en même temps passager. Parce que, attention, quand je vous dis que je suis jalouse de cette personne, je sais que je suis cette personne qui foutait le camp là-bas du côté du Havre la nuit. Cette personne des collines d'argile. Cette personne des collines d'argile, des enfants des colonies de vacances tout l'été, je sais bien. Je sais bien que c'est moi aussi qui étais là-bas, mais cette personne-là me vole complètement de mon présent, vous comprenez? Elle dépeuple complètement mon présent, c'est en cela que je suis jalouse de mes écrits. Mais à un point effrayant quelquefois. Je ne peux pas relire mes livres, j'en veux à mes livres. India Song, je ne peux pas, je n'ai jamais revu le film. Mais dire ça, comme ça, à la radio, des choses tellement intimes, ça me déplaît. Oh, peut-être que ça ne fait rien. Ensuite, après le théâtre, bon, finissons avec le théâtre. Je suis allé une fois ou deux à Naux-le-Château. MD m'avait demandé de l'accompagner, de conduire sa voiture. Une ou deux après-midi douces et vives, nous passions par Marly ou bien Versailles, et vice-versa, lycée de Versailles, le château, le palace-hôtel, le grand parc, les bassins. Nous allions dans la ville se perdre dans les petites rues jusqu'à une terrasse de café anonyme où nous nous arrêtions. Elle commandait de l'eau, une menthe à l'eau. Il ne lui fallait plus boire d'alcool à nouveau, mais toi, prends ce qui te fait plaisir, une coupe de champagne, un verre de vin, un demi de bière, comme tu veux. Non, MD, je vous accompagnerai. Cela me plaisait, la menthe à l'eau. Dans l'après-midi, on n'y pense jamais à la menthe à l'eau. La grenadine, c'est pas mal non plus, c'est rafraîchissant et ça laisse indemne une fois la soif apaisée. Jusqu'à la maison de nos châteaux, la mare verte, le parc arboré, le salon rose, les chambres du haut. Elle l'a décrit de nombreuses fois, cette maison. Là où justement, comme dans d'autres endroits, nous avons parlé comme si nous étions au-delà de nous. C'est ainsi que je... Là où justement, comme dans d'autres endroits, nous avons parlé comme si nous étions au-delà de nous. C'est ainsi que je devais être moi. En tout cas, je le ressentais, au-delà de soi habituellement. Comme des acteurs de ce temps, chaque fois que nous marchions, parlions, vivions, nous devions être à la hauteur de nos propres propos, à la hauteur de l'autre, à la hauteur de ce que nous avions choisi d'être, du personnage qu'elle avait choisi que je devais être. Plus tard, nous nous sommes téléphonés, elle était préoccupée, très préoccupée, par elle et par tout ce qui tournait autour d'elle, comme si elle n'avait pas voulu tout cela, qu'il y avait trop de n'importe quoi dans ce tout cela. Elle m'a téléphoné, au téléphone. Ils sont en train de payer des millions, une femme qui me déteste, pour écrire un livre sur moi, pour me descendre, pour me tuer. Pourquoi vous en inquiétez, MD? Je lui disais. Votre écriture est suffisamment forte, vos livres et vos films présents pour longtemps. Pourquoi vous en préoccupez? Oui, tu dois avoir raison.
sur les bords de la Loire, je suis avec Clou, mon regard est avide, je me laisse aller à l'étonnement de la vastitude, je pense à elle, MD. Je penserai souvent à elle sur les bords des fleuves, en fait dans les beaux endroits, comme dans les grands livres, ceux qui nous donnent l'existence et le plaisir d'exister. Chaque fois aussi que j'aurai l'image renouvelée du bel amour, comme maintenant, comme hier. Au parc, c'est hier, il est midi de l'après-midi, survient le petit couple du bel amour. Ils sont à peine réveillés, en plein jeu de beauté toutefois, ils continuent de s'appartenir dans les brumes de l'amour, ne peuvent se détacher, s'embrassent et s'embrassent encore, comme s'ils avaient oublié de le faire l'instant d'avant. C'est MD qui les dirige, c'est MD qui les dirige. Ils ont 18 ans, leurs parents sont professeurs, et ils écrivent forcément. Je suis assez convaincu que si Marguerite Duras avait eu un peu plus de temps de vie, elle aurait fait un film à la suite, d'après et en continuité de son livre « Écrire ». Merci.